Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Mao, est-ce que tu veux nous parler d'une queen? Oui, écoutez, ma première winneuse de la semaine, c'est la mannequin Gigi Hadid qui reçoit mes lauriers. Alors Gigi, j'imagine que vous la connaissez, elle nous semble proche à tous et à toutes. D'ailleurs, tu vois, je l'appelle Gigi, je me permets n'importe quoi alors que c'est Madame Hadid. C'est la fille de la célèbre mannequin et star de télé-réalité Yolanda Hadid, télé-réalité iconique Desperate Housewives of Beverly Hills. Je sais pas si tu l'as vu, mais si tu veux voir des gens qui n'ont pas de problème et qui se disputent en talons hauts, franchement, c'est un régal. C'est comme un anxiolytique. Moi, ça me sur un tend. écran. Je peux comprendre. Et alors, comme c'est une enfant de la balle, son père s'appelle Mohamed Hadid et c'est un mania de l'immobilier palestinien. Se sentant proche de ses origines, Gigi avait déjà, comme sa sœur Bella, fait entendre sa voix sur les conflits israélo-palestiniens. Elle s'est donc exprimée lors d'un post Insta à la suite des événements du 7 octobre dernier, commentant, donc le post, je traduis de l'anglais, « Il n'y a rien de juif dans la façon dont le gouvernement israélien traite les Palestiniens. Condamner ce gouvernement n'a rien d'antisémite et soutenir les Palestiniens, ce n'est pas soutenir le Hamas. Je suis relativement, évidemment, d'accord, mais en ce moment, tout est si polarisé que tu as justement cette sensation. J'ai un pote qui s'appelle Richard Sabac et qui a fait des vannes plutôt sur l'angle impossible pour nous, les humoristes, de parler du conflit. Donc il commence le sketch en disant est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour tous mes potes humoristes qui ont essayé de parler du conflit israélo-palestinien sur les réseaux. Et il dit ce truc de genre, tu t'es en mode genre oh, je condamne ce que fait Israël, et les gens sont en mode genre antisémite. Et tu dis genre oh, je sympathise avec le peuple palestinien, et les gens sont en mode genre terroriste. Et figurez-vous que sur Instagram, c'est exactement ce qui s'est passé, mais pas avec des haters, avec l'État d'Israël qui lui a répondu directement avec son compte officiel. Mais oui, c'est pas une dinguerie ça? J'ai vu ça, ouais. Et donc il lui a répondu, tu dormais la semaine dernière ou quoi? Ou tu es juste OK en jetant un regard aveugle sur les bébés juifs massacrés dans leur maison? Ton silence a été clair, tes positions sont claires, we see you, on te voit. Donc c'est vraiment le gouvernement qui a quelqu'un à la com qui a dit, franchement, ça se fait. Ça se tente. On va parler à Gigi Hadid. Ouais, c'est sortir de sa partialité. Je trouve ça en plus minable de réduire ce conflit à un papotage en commentaire Insta. Enfin, je sais pas. Je suis très étonnée de ce truc-là. C'est très étonnant, effectivement. Mais après tout, moi, j'ai bien vu des pubs sur YouTube dans cette même veine-là, juste avant mes petites vidéos YouTube du gouvernement du coup israélien. Ah bon? Ouais, des trucs en mode... Rejoins l'armée? Non, mais en mode un peu en mode enfantin, et puis tout d'un coup t'as une petite musique un peu pour enfants, pour endormir des enfants, et puis tout d'un coup il y a un message qui apparaît en mode ne montrez pas ce message à vos enfants, et puis ça met des messages en gros venez soutenir Israël et c'est bon maintenant vous pouvez retourner bercer votre enfant. Et j'étais hyper étonnée que ça apparaisse comme ça sur YouTube, tu vois. Je comprends. Parle de ton loser, Audrey. Alors moi c'est tout l'inverse d'une queen, je vais parler de J.K. Rowling. Évidemment, puisqu'on va parler de transphobie. Donc, qui d'autre que J.K. Rowling? Elle est devenue influenceuse. Vraiment, la meuf. Exactement. J.K. Rowling a déclaré sur Twitter qu'elle préférait purger une peine de prison de 2 ans plutôt que de dire qu'une femme transgenre est une femme. Alors, je reprends un petit peu les faits. Il y a quelques jours, l'autrice a répondu à un tweet sur son compte X, anciennement Twitter. Et en fait, c'était un tweet qui reprenait un message projeté sur le mur d'un service du ministère britannique de la Justice. Et l'image qu'elle a retweetée montrait la phrase « Répétez après nous, les femmes trans sont des femmes ». Et en fait, J.K. Rowling, elle a répondu « Non, point ». Voilà. Évidemment, comme c'est l'énième commentaire transphobe de l'autrice et qu'elle veut vraiment pas fermer sa bouche sur le sujet, il y a eu plein de réactions, dont un commentaire qui l'avertissait du fait que ce type de déclaration pourrait lui coûter 2 ans de prison si la loi qui a été proposée par le parti travailliste britannique venait à passer. Et en gros, pour rappel, c'est une loi qui, entre autres, renforcerait les peines qui seraient prévues si on respecte pas les pronoms des personnes trans. Ah, voilà. Incroyable comme loi. Exactement, on espère qu'elle va passer. Et donc, qu'est-ce que J.K. Rowling a répondu à ça? Est-ce qu'elle a tremblé dans ses bottes? Est-ce qu'elle a effacé son tweet? Non. Elle a affirmé « Je ferai avec plaisir 2 ans de prison si l'alternative est l'obligation d'utiliser dans mon langage des termes faux qui tordent la réalité et
l'importance du genre. Amenez-moi devant le juge, je m'amuserai plus que sur n'importe quel tapis rouge. Et je trouve ça fou d'être aussi contente. Elle est d'être grave en roue transphobe. libre. Mais moi, je te dis, ma théorie, c'est qu'elle s'ennuyait un soir. Elle s'est dit, franchement, j'ai pas assez de notifs. Non, mais c'est une haine quand même d'être aussi ravie, d'être violente, menaçante, liberticide envers des millions, des milliers de personnes. Et je trouve ça indécent. Et bien sûr, c'est loin d'être le premier incident transphobe de J.K. Rowling. Je pense que tout le monde le sait. Elle défend régulièrement des personnes transphobes. Elle partage des articles transphobes. Toute sa vie tourne autour de la transphobie. Elle a même publié un livre sur le sujet en 2022. Vraiment, elle est obsessed. Et moi, j'aimerais bien qu'on lui retire Twitter et les réseaux sociaux. Ou alors qu'on applique ses vœux, en vrai. Elle veut aller en prison. Emmenons-la en prison. Voilà. Est-ce que tu vas enchaîner sur un loser aussi ? Oui. Alors, mon loser, vous l'avez peut-être vu passer, c'est ce court documentaire du Times. Enfin, c'est pas le documentaire qui est un loser, c'est l'objet du documentaire. Qu'en tout cas, moi, j'étais tombée dessus sur mes réseaux sociaux où l'on découvre que des agences de mannequinat, comme par exemple Select Model, vont faire du scoutisme. Donc, du scoutisme, c'est le fait de se promener dans des espaces publics pour repérer des mannequins potentiels. Ils font du scoutisme en Afrique pour repérer la nouvelle Adut Akesh. Alors, Adut Akesh, c'est une mannequin noire sud-soudanaise qui est la star des catwalks. Et son histoire, elle est très particulière et on considère souvent que ça a participé à son succès. Elle a été repérée dans un camp de réfugiés, le camp de réfugiés de Kahuma. Et elle est amenée en Europe, aux États-Unis. Elle vit un véritable rêve. En 2019, elle est sacrée mannequin de l'année. Et en fait, sa belle histoire, elle et son équipe et l'agence la racontent beaucoup aux médias. Et visiblement, les agences ont voulu reproduire cette histoire, puisque régulièrement, des dénicheurs partent dans des camps. Et certaines, d'ailleurs, vont en effet en Europe défiler plusieurs mois, loin de la misère, avant d'être renvoyées dans leur camp, si ça ne marche pas pour elles, ou si elles n'arrivent pas à convaincre les clients. Wow, c'est une violence. C'est hyper violent, d'autant plus qu'elles rentrent endettées. En tout cas, c'est ce que raconte une mannequin, une jeune Kenyane, qui s'appelle Alchol Malual, j'espère que je prononce bien, qui est revenue dans son camp après 5 mois de défilé européen, endettée de 3 000 €, car ensuite l'agence lui a dit « Non, mais attends, en fait, tu dois rembourser tous les frais qui étaient sur place. » Donc rien pour eux, tout pour les agences, ce qui montre le manque d'éthique et le fait que la volonté de diversité ne reste finalement que superficielle et de façade. Il ne s'agit pas en fait de grands philotropes au grand cœur qui comprendraient les besoins d'inclusion de la société d'aujourd'hui, mais tout simplement de machines capitalistes qui ont besoin à un moment de mannequins noirs et qui du coup vont se servir Parce que c'est la mode. Rien leur... Exactement. Et son cas n'est pas isolé, plein de témoignages similaires pleuvent. Et alors, je termine cette anecdote. Une des agences visées s'appelle Isis Model. Et elle a fait un communiqué pour réagir au documentaire qui se conclut par « Mais vous ne vous rendez pas compte, nous sommes plus qu'une agence. Nous considérons nos mannequins comme une famille. » Donc je pense que c'est une famille toxique comme toutes les familles finalement. Exactement. Sacrée Alors, famille. Remonte-moi le moral avec a winner. Alors, c'est un winner. À la fin, vous comprendrez que c'est un winner, mais ça part quand même d'un fait plutôt grave. Alors moi, je vais parler des ouvriers sans papier, en fait, qui ont bloqué un chantier de Paris 2024 pour les JO. Et je vais vous parler du coup de l'aspect winner, qui est qu'ils ont obtenu la promesse d'une régularisation de leurs papiers. Alors, je vous fais un peu le topo. Alors, vous savez déjà sûrement, avec l'arrivée des JO à Paris en 2024, il y a plein de travaux partout, plein de chantiers. Du coup, il y a aussi le Grand Paris Express en parallèle qui se fait. Donc vraiment, la ville est bourrée de chantiers. Et en fait, ce qui a entraîné une énorme sous-traitance au final, parce qu'il fallait de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là, elle est composée principalement de travailleurs et travailleuses sans papier. Et avec, bien sûr, évidemment, des conditions de travail hyper difficiles. Il y a eu aussi des expulsions de campements un peu partout. Voilà, en gros, on essaie de raser la ville de toutes les inégalités et de la pauvreté visible pour les JO. Mais en même temps, on exploite ces mêmes personnes pour la main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment une grosse injustice. Et donc, on a vu un petit peu, à travers plein d'articles, que ces travailleurs sans papier, étaient un petit peu indispensables au final au JO. C'était un peu des éléments clés, des travailleurs essentiels. Et justement, il y a des centaines de travailleurs qui ont bloqué le chantier de l'Arena, porte de la Chapelle à Paris, pour dénoncer leur situation. Et figure-toi qu'après seulement une journée de grève et d'occupation de ce chantier, les 200 travailleurs sans papier, ils ont obtenu la régularisation de leur situation mardi 17 octobre 2023. Ah ouais, genre la préfecture et tout
Alors c'est en cours, mais C'est en il y a cours, une mais c'est promesse. incroyable. Il y a une promesse de régularisation. Alors Comme moi, quoi, pour il moi, faut se syndicaliser, se battre, quoi. Ouais. Bravo. mais pour moi, ça dit quand même deux choses. Ok. Ça dit que donc sans les personnes sans papier, le pays serait bien dans la merde pour la plupart des emplois essentiels qui font tourner l'économie. Là, notamment pour les JO, voilà, il y a plein de chantiers qui sont principalement menés par ces personnes-là. Et ça dit une autre chose, c'est que la France tient tellement à ces JO que voilà, des situations qui normalement prennent des mois voire des années ou qui n'arrivent jamais. Donc je parle de la régularisation des papiers. Bah ça arrive en un jour, ça arrive hyper vite. Donc je me dis purée, l'argent quand même, ça fait avancer les choses quoi. Ouais. C'est parce qu'il y a les JO et qu'on a besoin de cette main-d'œuvre et que aussi peut-être que l'occupation a beaucoup fait parler dans le cadre des JO qu'il y a pu avoir cette promesse de régularisation. Et moi, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal parce que ça a aussi donné un élan pour d'autres employés sans papier. Par exemple, il y a 650 autres travailleurs sans papier intérimaires qui se sont mis en grève dans plus de 30 lieux en France. Et l'Arena, d'ailleurs, c'est pas le seul chantier qui pose problème. Il y avait aussi eu des entreprises franco-turques qui exploitaient des personnes sans papier. En gros, on leur donnait les travaux les plus pénibles. Ces personnes-là étaient embauchées sans contrat de travail, pas de fiche de paie, pas de congés payés, des heures supplémentaires. Il n'y avait pas de prise en charge de leurs frais de transport, pas de prise en charge de leur déjeuner. Enfin, c'était catastrophique. Et ces entreprises-là, elles ont fini assignées au prud'homme. Donc, il y a une avancée quand même. Merci les JO, je ne sais pas trop. Sur plein de points, non, mais toi bon, pour ce voilà. webinaire, parce que ça me donne le sourire. Bah, Merci cool. Audrey.